Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux ce matin, Donald Trump qui a truthé, qui a envoyé ceci en disant « C'est le détroit d'Ormuz, c'est notre nouveau territoire. » On l'a vu avec le Canada, 51e État. On l'a vu avec le Groenland. On l'a vu avec le Venezuela. On essaie peut-être de créer une certaine réalité, alors que la vraie, elle, est beaucoup plus complexe. Stéphane Bureau est avec nous pour en parler. Salut, Stéphane. Salut, Philippe Vincent. La souveraineté américaine n'est pas encore tout à fait établie dans ce nouveau territoire. 51e État, territoire... Protectorat américain. Protectorat, exactement, comme certaines îles dans le Pacifique. On est loin de ça. Je pense qu'on est essentiellement dans la rhétorique. C'est Trump qui crée sa réalité. Oui, mais il faut voir qu'à plusieurs étapes, par exemple, des derniers mois, la réalité créée par Trump a dicté ce que les marchés faisaient. Quand il disait on est en train de négocier, les marchés repartaient. Il a contrôlé, disons-le, par son discours, le prix du pétrole longtemps. Je pense qu'on est rendu à un point où sa seule parole ne fait pas la différence. Il y a des réseaux alternatifs. C'est un marché où il y a beaucoup de plasticité, beaucoup plus qu'on ne l'imaginait. On l'a souvent dit, 20 du pétrole et de toutes sortes d'autres produits liés au pétrole passaient, dans certains cas davantage que 20 par le détroit d'Ormuz le 28 février dernier. Aujourd'hui, c'est d'autres réseaux qui sont mis à profit, des réseaux terrestres, des réseaux ferroviaires, des bateaux qui négocient le passage du détroit d'Ormuz sans leur transpondeur, donc qui sont à l'aveugle, appuyés souvent par les Américains, les Chinois qui consomment moins de pétrole ou en importent moins à tout le moins. Ils ont réduit leur consommation. Ils ont réduit la consommation, mais surtout, ils ont réduit l'importation. Ce qui a désengorgé le marché mondial. Donc, pour toutes ces raisons, il y avait la parole du président, parce qu'on est parti de ça, qui a fait que le prix du baril de pétrole et les marchés ont souvent ajusté en fonction de ce qu'il disait. Aujourd'hui, quand il nous explique que c'est un territoire américain, je pense que personne n'est dupe. Et ce qui ne contrôle plus, ce sont les fameux taux d'obligation, les taux obligataires, donc le taux d'emprunt que les États, après ça, les ménages aussi, sur lequel les ménages, dans le fond, votre hypothèque, si vous avez pris des hypothèques fermées récemment, bien, vous avez vu, ça a augmenté plus que le taux directeur, notamment à cause des taux d'emprunt à long terme qui sont plus importants. Et ça, je sais que ça a l'air technique, mais c'est hyper important, là. C'est technique, mais c'est vrai que c'est important parce que ça a de l'impact dans nos vies, puis ça pourrait avoir de l'impact dans la vie des pays qui sont en ce moment les plus endettés, l'Angleterre, la France et les États-Unis, à la différence que les Américains sont un peu souverains par leur capacité, avec cette monnaie de référence, à imprimer, donc à créer de l'argent. Mais tu dis créer de l'argent, tu me parles d'inflation, là. C'est aussi de l'inflation. Alors, tu disais, ils ne contrôlent plus. Il faut voir que les taux sur les marchés, ils ne les contrôlent jamais, ni la Fed, ni personne. C'est un marché. Et c'est d'ailleurs ce qu'on appelle les bond vigilantes. C'est ceux qui détiennent des obligations et qui, à un moment donné, disent « Ta dette, je suis prêt à en prendre, mais tu vas me payer plus cher pour le risque que je cours en te prêtant de l'argent. » Et c'est ce qui se passe en ce moment. La Fed n'a pas bougé, malgré les pressions de l'inflation. La Fed, semble-t-il, ne veut pas bouger à court terme. C'est possible qu'on choisisse de ne rien faire avant les élections de mi-mandat. Est-ce que ça serait perçu comme une forme d'ingérence? En même temps, il y a beaucoup d'Américains qui sont soucieux de ce que les taux augmentent, parce que s'ils augmentent, c'est le crédit qui augmente. Donc, ça a un impact dans nos poches. Mais ça calme l'inflation. C'est là où c'est difficile. Mais c'est une pilule qu'il faut avaler à un moment donné. Dans les années 70, les taux d'intérêt, c'est, je pense, dans une scène d'un film de Ricardo Trogi, où à table, la famille parle de l'hypothèque qui paie. Puis à ce moment-là, les taux d'intérêt, je pense, sont à 13-14 J'ai bien dit 13-14 Mes parents, à chaque fois qu'ils me parlent d'habitation, c'est « Oui, mais dans notre temps, on empruntait à 12 ». Exactement. Alors aujourd'hui, à 5, 4,5, 6 ça semble, par rapport à ça, pas élevé. Mais avec notre expérience sensible à nous, tu dis entre 4 et 5, il y a une sacrée différence, et c'est vrai. Et il y a une sacrée différence pour le financement. Tu parles d'une maison, financement de dette publique. Aux États-Unis, on est plus ou moins à 39 000 milliards de dollars. En France, c'est 3 200 milliards d'euros. C'est beaucoup, beaucoup d'argent, avec un déficit en France, et on va s'en parler bientôt, qui est sidérant. C'est aujourd'hui le premier ou le deuxième poste de dépense de l'État. Ils n'ont pas de moyens pour juguler le manque à gagner. Tu viens de dire, quand on parle de poste de dépense, tu parles de la santé, l'armée et autres. Toi, tu dis le deuxième. Payer ta dette. C'est juste de payer les intérêts sur la dette. Appliqué à notre économie domestique, c'est comme si on disait les intérêts sur notre maison. Je dis bien les intérêts,
pas le capital qu'on rembourse. Les intérêts sur notre maison sont notre premier poste de dépense. Comme si tu étais acheté une maison dont tu n'as absolument pas les moyens. Et tes intérêts tous les mois, c'est plus que l'épicerie, c'est plus que l'éducation des enfants. Là, tu empruntes pour payer le reste. Là. Exactement. Et en ce moment, les fameux bond vigilantes disent « ça va mal à chape pour vous ». En Angleterre, on est près de 6 de taux d'intérêt sur les obligations 30 ans, qui sont l'espèce d'assises, de fondations sur lesquelles un pays peut emprunter, sachant qu'il a le temps d'y penser avant de rembourser. 30 ans. Les États-Unis, cette semaine, ont émis 25 milliards, c'est pas énorme, d'obligations 30 ans. C'est le prix le plus élevé qui a été payé au cours des 20 quelques dernières années. Wow. C'est donc dire que la dette américaine coûte plus cher à financer. Donc, c'est moins d'argent pour la défense, moins d'argent pour la santé, parce qu'il y a de la santé publique aux États-Unis. Comment Trump peut sortir de ça? Bien, Trump ne se sortira pas de ça, puis c'est pas un trou qu'il a creusé tout seul. C'était vrai il y a 20 ans, c'était vrai il y a 30 ans, mais il y a une accélération. Il l'a accéléré avec l'Iran, l'a accéléré... Bien, enfin, si on parlait de guerre, je dirais que depuis 25 ans, tous les présidents... ont un peu accéléré le problème. Il a baissé les revenus de l'État. Et ça, c'est évidemment un vrai souci, baisser les revenus de l'État, avec, à la clé, des horizons qui ne sont pas super joyeux. Et la Fed n'a plus le contrôle du jeu. C'est le marché obligataire qui dicte les conditions d'emprunt, à telle enseigne qu'aux États-Unis, en ce moment, alors encore une fois, ça a l'air technique, mais ça ne l'est pas, le tiers de la dette américaine, donc plus ou moins 13, 14 000 milliards de dollars, est emprunté sur de très courtes périodes, 2, 3, 4, 5 ans, parce que les taux sont moins élevés pour de courtes périodes. Mais tu ne sais pas ce qu'ils seront dans 2, 3, 4, 5 ans. Parce que si l'inflation est partie, comme certains le soupçonnent, dans 2, 3, 4, 5 ans, quand les États-Unis vont refinancer, ça ne sera peut-être pas à 5,27 comme ils l'ont fait, mais peut-être à 6, à 6,5, j'en ai aucune idée. Mais ça a un vrai impact. C'est pour ça que les marchés financiers aujourd'hui sont un petit peu sous tension. Tu parlais d'intelligence artificielle, mais c'est aussi ce souci. Mais il y a ça aussi. Je veux dire, l'intelligence artificielle est là-dedans aussi, parce que les entreprises d'IA empruntent tellement que moi, si j'ai de l'argent à mettre dans des marchés qui vont me rapporter plus, je suis peut-être mieux de le mettre en IA que de le mettre dans un pays. Fait que ça fait en sorte que le pays doit augmenter son prix pour que j'achète sa dette. C'est vrai. Et ce qui s'est passé, si on veut être vraiment technique, c'est que plusieurs de ce qu'on appelle les hyperscalers, les grands joueurs, Alphabet, Amazon, ont choisi d'emprunter en amont le plus tôt possible, même si cet argent n'est pas dépensé immédiatement. Ils se sont dit, on va se remplir les poches à de bonnes conditions, soupçonnant que dans 6 mois ou dans 1 an, ça coûte plus cher. C'est aujourd'hui ceux qui, avec le gouvernement, empruntent le plus. On parle d'investissements de 1 200 milliards pour l'intelligence artificielle, les fameux centres de données, en 2026. Pas sur les prochaines années. Cette année, c'est des dépenses considérables. À une époque, le revenu leur permettait de financer à même leur cash flow. Ce n'est plus vrai. Trop gros. Ils empruntent. Et ça crée une pression sur les marchés. Et c'est vrai, tu as raison. Si tu veux, toi, placer de l'argent, tu dis, je vais passer à Amazon qui va me donner sur 30 ans 6 mettons, ou 5,80. C'est mieux que le gouvernement. Puis finalement, en qui tu as le plus confiance? Amazon ou le gouvernement américain? C'est une très bonne... On aura le débat sur les centres de données. Puis ça va devenir un enjeu électoral. C'est un enjeu électoral. Je nous le mets dans notre besace. Avec beaucoup de fake news, on va le dire. Ah oui? Bien, okay. Regarde, on le met pour les prochaines semaines parce que c'est un sujet fascinant aux États-Unis qui nous touche aussi ici. Mais politique, revenons quand même sur le plancher des vaches aux États-Unis. Qui va remplacer Donald Trump? Et qui est la vache sur ton plancher? Mais je ne le sais pas. OK. Pete Exec. Qui fait une petite tournée. Et là, son nom a ressorti du chapeau. Normalement, il y en avait 2, J.D. Vance, Marco Rubio. Est-ce qu'il faut que je mette Donald Trump aussi dans les éventualités de ceux qui pourraient remplacer Trump? Est-ce que tu penses vraiment, un 3e mandat, que ça se peut? Alors, je n'y crois absolument pas. Okay. Je ne pense pas, donc, que Donald Trump va défier la Constitution. Mais je pense, parce que tu m'as posé la question ce matin, à partir de quand Trump va devenir un canard boiteux? Oui, un lame duck aux États-Unis. Un président qui n'a plus de pouvoir parce que tout le monde sait qu'il fait son temps et que son sablier se réduit et qu'il n'aura plus de conséquences sur la vie politique, la vie économique. Je pense que Trump a tout intérêt à maintenir l'ambiguïté, a tout intérêt à être celui qu'on n'est pas capable de bien cerner, de bien anticiper. Donc, et s'il fallait que... Donc, il veut rester pertinent et redouté le plus longtemps possible. Et dans cette perspective, l'idée qu'il y ait un flou artistique sur 2028, c'est hyper payant. Mais c'est vrai qu'après les élections de mi-mandat, si la Chambre passe du côté des démocrates, ça deviendra un peu un canard boiteux parce qu'il n'aura plus l'autorité, le rouleau compresseur qui a été le sien depuis 2 ans
pour faire adopter ces projets de loi. Et on pourrait se retrouver dans une situation de blocage. Plus encore, les démocrates pourraient décider de déclencher à la Chambre des représentants des procédures de destitution. Et si c'est voté à la Chambre, même si on sait que le procès instruit au Sénat pourrait être défait, que Trump ne serait pas destitué, ça va occuper, comme c'est arrivé dans le premier mandat, beaucoup de temps. Ouais. Et les démocrates promettent de le faire. À ce moment-là, il serait un peu... Sauf qu'il va y avoir une chicane dans la famille républicaine aussi. L'entourage de M. Trump, à un moment donné, on va faire quoi? Du Game of Thrones, du Succession? C'est du Game of Thrones avec le principal metteur en scène, Donald Trump, qui régulièrement demande aux gens qui viennent le voir à la Maison-Blanche, entre Marco puis J.D., lequel tu préfères? C'est qui est le meilleur? Qui pourrait... Et souvent, sinon systématiquement, en présence des deux intéressés. Tu sais, c'est comme te rentrer... C'est pas la dague, c'est le couteau dans la plaie, puis de gosser dedans, puis de regarder si ou non tu conserves le sourire. Ouais. Et les deux sont imperturbables à ce jeu-là. À ce jour, personne dans les blocs de départ, puis je pense que celui qui est le moins dans les blocs de départ en ce moment, et peut-être qui a la perspective la plus stratégique, c'est J.D. Vance. Il pourrait très bien, selon moi, je dis bien, ce n'est que ma petite boule de cristal, choisir de passer son tour en 2028 parce que ça va être pollué, ça va être congestionné et qu'il va être difficile, particulièrement sur la guerre d'Iran, de faire la démonstration de ce qu'il pensait, c'est-à-dire qu'il était opposé, continue de l'être, mais a été un fidèle vice-président. Ce qu'on demande à un vice-président, c'est pas d'être un gérant d'estrade. Il l'a fait depuis le début de son association avec Trump. Donc, il ne lâchera pas le morceau, à moins de décider de démissionner. Mais s'il ne le fait pas, se donner du temps est peut-être une manière aussi de préparer la suite des choses avec un Peter Hegseth, pour lequel je dis qu'il n'y a aucune chance, mais que sais-je, mais qui est en train de prendre la température de l'eau. Quand tu vas en Iowa, en général, c'est pas pour parler de défense. C'est un des États pivots, là. C'est, en fait, pas tellement... Il peut l'être ponctuellement, mais c'était surtout dans le calendrier historique, le premier à se prononcer lors des caucus de l'Iowa. Éric, hier, m'a écrit pour me demander, c'est quoi la logique de Trump avec la Corée du Nord? On a vu Kim Jong-un, on a parlé hier de ce rapprochement-là, en tout cas de la fin des exercices militaires en Corée du Sud. Là, Trump était sur les réseaux sociaux hier avec ce genre de truth-là, où tu as Kim qui l'appelle, il dit « Hey, on est cool, hein, Donald? » Est-ce que c'est un rapprochement? Est-ce que c'est juste l'esbrouf? C'est quoi Est-ce qu'il y a de la logique? Il y en a une, c'est-à-dire que c'est une diversion. C'est un écran de fumée pour masquer ce qui embête M. Trump en ce moment. C'est de faire en sorte qu'on parle d'autre chose que du détroit d'Ormuz et on parle de la Corée, qui par ailleurs est une puissance nucléaire, qui aujourd'hui produit plus de matériel fissile qu'elle ne le faisait il y a 6 ou 7 ans. Quand Donald Trump a quitté la présidence en 2019, il y avait probablement de l'uranium enrichi produit à hauteur de ce qu'il faut pour une quinzaine, une vingtaine de missiles. Aujourd'hui, on a doublé, sinon triplé. C'est-à-dire que la Corée du Nord est capable de produire chaque année, avec son uranium enrichi, le même dont on parle quand on est préoccupé par les Iraniens, de l'uranium enrichi à plus de 90 %. La Corée du Nord en fait à hauteur donc, de ce qu'il faut pour une cinquantaine de missiles. Par année. Par année. Donc, c'est une menace qui va grandissante et ça n'a pas changé depuis quelques années. Donald Trump s'était mis, lui, en tête de changer le cours de l'histoire, de négocier avec Kim Jong-un dans son premier mandat. C'était très audacieux. Ah oui? 2 gros sommets au Vietnam et à Singapour. Ah oui? Au Vietnam, il a claqué la porte de Donald Trump en disant « ça n'arrivera pas ». Ils se sont retrouvés ensuite dans la zone démilitarisée en juin 2019. Photos, tout était magnifique, sauf les résultats. Ça n'a rien changé. Et aujourd'hui, j'en parlais hier, on parle de la Corée comme si c'était un moindre danger que l'Iran, qui n'a pas l'arme nucléaire. C'est fascinant. On est un peu dans le registre, je ne sais pas si c'est de l'absurde, mais en tout cas du maquillage politique extrême. On crée sa réalité en espérant qu'elle le devienne. Stéphane, toujours un plaisir. À demain. À demain. Salut.